Au cœur des teintes dorées d'un coucher de soleil mourant, un groupe d'amis se rassemble dans un parc, leur rire dissimulant les cicatrices d'un sombre chapitre qu'ils viennent de traverser. Pourtant, les ombres de leur épreuve planent encore. Penses-tu qu'on se sentira un jour à nouveau normaux? La voix de Jacques tremblait tandis qu'il observait le rire insouciant d'Émilie sur les balançoires, un contraste saisissant avec le tumulte qu'ils avaient enduré. Rachel, serrant plus fort son cornet de glace menthe chocolat, força un sourire. Nous le sommes déjà, on ne le voit juste pas encore. Mais derrière leurs échanges légers, des craintes inexprimées persistaient, laissant planer une incertitude sur l'avenir. Pourraient-ils vraiment aller de l'avant, ou étaient-ils condamnés à porter à jamais le poids de leur passé? Avant de plonger plus loin dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à *** moment d'histoire épique ***. Activez la cloche pour ne manquer aucun récit incroyable. Rejoignez notre communauté en aimant, partageant et commentant pour continuer à faire vivre ces histoires touchantes. Et dites-nous d'où vous nous regardez, nous adorons vous lire. La pluie tombait en torrents incessants, rendant le pavé du parc Maplewood luisant comme du verre. Les ombres des chênes imposants s'étiraient de manière sinistre sous la lumière vacillante d'un lampadaire solitaire, leurs formes tordues dansant comme des spectres menaçants. Le grondement rythmique du tonnerre résonnait au loin, se mêlant au claquement net et délibéré de chaussures en cuir verni sur le sol détrempé. Richard Hale, un homme qui portait la richesse et le pouvoir comme une armure, se tenait avec impatience sous le lampadaire vacillant. Son manteau impeccablement taillé collait à lui, offrant peu de protection contre l'averse, tandis que la faible lueur orange de son cigare illuminait les angles aigus de son visage renfrogné. « Ça a intérêt à ne pas être une perte de temps », marmonna-t-il, secouant l'eau de ses boutons de manchette coûteux. L'orage reflétait son irritation grandissante. Des ombres émergea une silhouette, avançant lentement et avec intention. Le large bord d'un chapeau cachait ses traits, mais l'éclat de chaussures méticuleusement cirées et une démarche assurée laissaient deviner une personne d'un statut égal. Le grand parapluie qu'elle tenait la protégeait de la fureur de l'orage, mais ses mouvements trahissaient une intensité contenue, semblable à un ressort prêt à se détendre. « Vous êtes en retard », aboya Hale, sa voix tranchante comme un coup de couteau dans le vacarme de la pluie. Il tira une longue bouffée de son cigare, soufflant une volée de fumée en direction de la silhouette. « Savez-vous qui je suis? Pensez-vous que j'attends qui que ce soit ?» La silhouette s'arrêta juste en dehors du cercle de lumière projeté par le lampadaire, son ombre imposante malgré une attitude mesurée. « Nous devons parler, » dit-elle, sa voix calme mais empreinte d'autorité. « Parler ?» Hale ricana, jetant son cigare au sol avant de l'écraser sous son talon. « De quoi? Du fait que vous êtes à court de moyens pour me faire taire? J'ai couvert vos arrières assez longtemps, et j'en veux plus. Vos paiements ne suffisent plus. » La silhouette ne scia pas, bien que sa prise sur le parapluie se resserra légèrement. « Vous ne voulez pas me pousser à bout, Hale? Cet arrangement ne fonctionne que si vous gardez la bouche fermée et restez à votre place. » Hale éclata de rire, un son cruel et creux qui résonna dans le parc désert. « Me pousser? Vous n'oseriez pas. Vous êtes bien trop prudent, trop imbu de vous-même pour risquer tout cela à cause d'un petit désaccord. Maintenant, pourquoi ne pas me donner ce qui m'est dû et retourner d'où vous venez? » La tension dans l'air était palpable, lourde comme les nuages d'orage au-dessus. Sans prévenir, la silhouette fit un pas en avant, laissant tomber le parapluie au sol. La pluie ruisselait sur elle, plaquant son costume taillé sur son corps. Pour la première fois, une lueur d'incertitude passa sur le visage de Hale, qui recula d'un demi-pas. « Attention », siffla la silhouette, sa voix tranchante comme une lame. « Vous croyez que je suis arrivé là où je suis en étant prudent? En tolérant des parasites arrogants comme vous? » De grandes paroles, railla Hale, bien que son regard se portât nerveusement vers le lampadaire. « Mais nous savons tous les deux que vous n'avez pas le cran d'aller jusqu'au bout. » Dans un mouvement soudain et violent, la silhouette bondit. Dessous son manteau, elle sortit une lourde clé à molette et la brandit avec une précision brutale. Le bruit sourd du métal rencontrant la chair résonna à travers le parc tandis que Hale s'effondrait au sol, son cigare roulant dans une flaque d'eau voisine. La pluie continua de tomber tandis que la silhouette se tenait au-dessus du corps inerte de Hale, sa poitrine haletante. « Je ne fais pas de menaces, »
murmura-t-elle froidement, s'accroupissant pour essuyer la clé avec un mouchoir. Je fais des promesses. Ses mouvements étaient méthodiques, précis. Elle nettoya la scène avec une minutie glaciale, s'assurant de ne laisser aucune trace derrière elle. Tirant le corps de Hale vers une poubelle proche, elle le glissa à l'intérieur avec une efficacité aussi terrifiante que calculée. Avant de partir, la silhouette plaça soigneusement la clé dans un petit sac à preuve qu'elle glissa dans la poche de son manteau. Sa destination était claire, l'atelier de Jack Carter, à la périphérie de la ville. Le lendemain matin, le parc Maplewood bourdonnait d'activité. Jogger et Lefto prirent d'abord les traces cramoisies sur la poubelle pour de la rouille. Mais lorsqu'une main pâle en sortit, la vérité horrifiante devint évidente. En quelques minutes, le parc fut envahi par la police. Des rubans jaunes flottaient dans la brise humide tandis qu'officier Reed Barker, l'enquêteur principal, examinait la scène macabre. Traumatisme contondant, murmura-t-il, faisant signe à l'équipe de prélèvement d'indices. Un agent s'approcha, tenant une clé ensanglantée dans un sac plastique transparent. On a trouvé ça à proximité. Elle appartient à Jack Carter. Son nom est gravé sur le manche. Reed fronça les sourcils. Jack Carter, le bricoleur? L'agent acquiesça. Et tenez-vous bien, Carter s'est disputé avec Hale il y a quelques semaines au sujet de réparations non payées. Des témoins l'ont entendu le menacer de lui faire payer. Reed serra les lèvres. Amenez-le. Jack Carter fut réveillé en sursaut par des coups insistants à sa porte. Groggy et confus, il trébucha pour ouvrir, découvrant deux agents arborant des expressions graves. Jack Carter, déclara l'un d'eux, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Richard Hale. La mâchoire de Jack s'affaissa. Meurtre? Je n'ai pas. Gardez ça pour vous, l'interrompit l'autre agent en lui passant les menottes. Vous avez le droit de garder le silence, et je vous conseille de l'utiliser. Alors que Jack était emmené, sa fille de 7 ans, Emily, observait depuis l'ombre du petit salon. Serrant son ours en peluche préféré, des larmes coulaient silencieusement sur son visage. La nouvelle de l'arrestation de Jack se répandit comme une traînée de poudre, faisant de lui un meurtrier aux yeux de la communauté qui dépendait autrefois de lui pour des réparations. Emily, cependant, refusait de croire à la culpabilité de son père. Déterminée à prouver son innocence, elle résolut de découvrir la vérité, peu importe le prix. Ce qu'elle ignorait, c'était à quel point la toile de corruption était profonde et combien sa quête de justice serait dangereuse. Jack était assis dans la salle d'interrogatoire faiblement éclairée, les mains menottées fermement devant lui. Son visage était pâle, mais sa voix restait calme tandis qu'il fixait le regard de l'inspecteur Reed Barker de l'autre côté de la table. « Vous faites erreur, » dit Jack, sa voix rauque après des heures de répétition. « Je n'ai pas tué Richard Hale. Cette clé, je ne l'ai pas vue depuis des jours. Quelqu'un a dû la voler. » Reed se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras avec un sourire sceptique. Une histoire pratique, Carter. Mais les empreintes ne mentent pas, et le mobile non plus. Des témoins vous ont entendu vous disputer avec Hale il y a quelques semaines. Cette dispute portait sur de l'argent qu'il me devait pour des réparations, répliqua Jack, l'agacement transparaissant dans sa voix. Je ne l'ai pas menacé. Je lui ai juste dit de payer ce qu'il me devait, et c'est tout. Le sourire de Reed s'effaça légèrement, laissant place à une expression dure. Les preuves disent le contraire. Vous êtes face à une longue peine, Carter. Je vous conseille d'avouer avant que les choses ne s'aggravent. Jack se pencha en avant, sa frustration bouillonnant. Je ne l'ai pas fait, et je vais le prouver. Quelqu'un m'a piégé. Mais ces protestations tombèrent dans l'oreille d'un sourd. En quelques heures, Jack fut transféré à la prison du comté en attendant son procès. La clé, maculée de sang et portant les empreintes de Jack, suffisait à convaincre la police et le public qu'il était coupable. Emily, 7 ans, était assise sur le sol du salon, les genoux repliés contre sa poitrine, serrant contre elle son ours en peluche préféré. La maison, autrefois chaleureuse et rassurante, semblait désormais froide et vide sans son père. Elle l'avait vu emmener, le visage pâle et fatigué, mais il avait réussi à lui adresser un petit sourire rassurant avant de disparaître à l'arrière de la voiture de police.
Papa n'a rien fait de mal, murmura Émilie pour elle-même, sa voix tremblante. Elle serra l'ours plus fort, ses larmes trempant la fourrure usée. Il n'a rien fait. Le lendemain à l'école, le monde d'Émilie devint encore plus petit. Ses camarades se regroupaient, chuchotant et jetant des regards dans sa direction. « C'est elle », murmura un garçon à son ami. « Son père a tué Monsieur Hale. » Émilie entendit ces mots et se figea, ses joues brûlant de honte tandis qu'elle baissait les yeux sur son bureau, souhaitant disparaître. Les paroles lui faisaient mal, mais elle ne savait pas comment répondre. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle voulait rentrer chez elle, même si chez elle ne ressemblait plus à un refuge. Rachel Miller, une amie de longue date de Jacques et visage familier dans la maison des Carter, vint s'occuper d'Émilie. Rachel était une femme pragmatique, dotée d'un esprit vif et d'un cœur chaleureux. Lorsqu'elle arriva chez les Carter, elle trouva Émilie assise silencieusement sur le canapé, les yeux rivés au sol. Rachel s'agenouilla à ses côtés, écartant une mèche de cheveux du visage marqué de larmes d'Émilie. « Émilie, ma chérie, dit-elle doucement, sa voix tendre mais ferme. Ton père n'a pas fait ça. Je le connais. C'est un homme bien, et nous allons prouver qu'il est innocent. » Émilie leva les yeux, ses grands yeux bruns remplis de peur et d'incertitude. « Comment ?» murmura-t-elle. « Tout le monde dit qu'il l'a fait, même la police. » La mâchoire de Rachel se serra. Parfois, les gens tirent des conclusions hâtives parce que c'est plus facile que de chercher la vérité. Mais toi et moi? Nous allons nous battre pour lui. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Après un long silence, Émilie hocha lentement la tête. Je te fais confiance. Rachel lui adressa un petit sourire encourageant. Bien. Alors avançons un pas à la fois. Au fil des jours, le dossier contre Jacques Carter semblait se renforcer. Les procureurs dressaient un tableau accablant d'un homme poussé à la violence par le désespoir. Ils mettaient en avant ses difficultés financières, affirmant que le refus de Hale de payer pour les réparations avait poussé Jacques à bout. Il avait le mobile, l'opportunité et les moyens, déclara le procureur lors d'une audience préliminaire. Les empreintes de M. Carter ont été retrouvées sur l'arme du crime, et l'outil a été directement relié à son atelier. Ce n'était pas un acte aléatoire, c'était prémédité. L'avocat commis d'office de Jacques, Peter Shaw, un défenseur débordé et sous-financé, peinait à contrer le récit implacable de l'accusation. « Votre honneur, plaida Peter, M. Carter maintient son innocence et insiste sur le fait que la clé a été volée. Nous demandons plus de temps pour enquêter sur cette possibilité. » Le juge Quinn, un homme imposant à l'aura d'autorité, siégeait au banc avec une expression impassible. Réputé pour sa fermeté, ses décisions faisaient loi dans la communauté. « Je vous accorde un court délai supplémentaire, Monsieur Shaw, déclara Quinn, sa voix ferme mais posée. Mais soyons clairs, cette affaire ne traînera pas inutilement. La justice doit être rendue rapidement. » Rachel, assise dans la galerie avec Émilie à ses côtés, serra les poings. Quelque chose dans le ton du juge la mettait mal à l'aise. Ses paroles étaient mesurées, mais une froideur transparaissait, suscitant une inquiétude sourde. Malgré les épreuves, Émilie commença à puiser sa force dans la détermination inébranlable de Rachel. Un soir, alors qu'elles étaient assises ensemble à la table de la cuisine, Émilie prit la parole. « Tu crois que papa a peur ?» demanda-t-elle, sa voix petite. Rachel posa sa main sur celle d'Émilie. « Peut-être un peu, admit-elle. Mais ton père est fort, et il sait qu'on est là pour lui. » Émilie hocha la tête, une lueur de détermination dans les yeux. « Alors je vais me battre aussi. » Rachel sourit, le cœur gonflé de fierté. « C'est ça, ma grande. On va s'en sortir ensemble. » Mais sans qu'elle le sache, les rouages de la corruption étaient déjà en marche. Quelqu'un de puissant avait orchestré le coup parfait, et le chemin vers la vérité testerait leur courage bien au-delà de ce qu'elles pouvaient imaginer. Chaque pas en avant révélerait de nouvelles couches de mensonges, les forçant à affronter non seulement l'injustice, mais aussi l'avidité et la malveillance profondément enracinées qui la sous-tendaient. La lutte pour l'innocence de Jacques ne faisait que commencer. Après qu'Émilie soit allée se coucher ce soir-là, Rachel s'assit seule à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, une tasse de café fumant à ses côtés.
Le doux bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac léger de l'horloge étaient les seuls bruits dans la pièce. Son visage tendu était éclairé par la lumière pâle de l'écran tandis qu'elle murmurait « Très bien, Richard Hale. Voyons quel squelette tu caches dans ton placard. » Elle tapa son nom dans un moteur de recherche, une détermination brûlant dans ses yeux. Les heures passèrent alors que Rachel plongeait dans l'histoire de Hale. Page après page, ses instincts se confirmaient. Son nom était associé à d'innombrables allégations, affaires douteuses, blanchiment d'argent, pots de vin, et même des rumeurs d'extorsion. Plus elle creusait, plus la toile devenait complexe. Ses connexions allaient des magnats de l'immobilier aux petits criminels, mais rien ne le reliait directement à Jacques ou à la clé utilisée comme arme du crime. La frustration montait, mais Rachel refusait d'abandonner. Son instinct lui disait qu'il y avait encore plus à découvrir. Elle prit son téléphone, ses doigts tremblants alors qu'elle faisait défiler ses contacts. Il n'y avait qu'une personne en qui elle pouvait avoir confiance pour cela, Ethan Blake, un détective privé avec qui elle avait travaillé des années auparavant sur un scandale politique local. Si quelqu'un pouvait démêler cette affaire, c'était bien lui. Rachel Miller, répondit Ethan avec un léger rire. Ça fait un bail. Quelle est l'occasion? Tu veux exposer un autre politicien véreux? Quelque chose comme ça, répondit Rachel, son ton mortellement sérieux. J'ai besoin de ton aide, Ethan. Ça concerne Jacques Carter. Le ton d'Ethan changea immédiatement. J'ai entendu parler de ça. Pas de chance. Tu crois qu'il est innocent? Je le sais, affirma Rachel. Elle lui expliqua tout ce qu'elle avait découvert sur les affaires louches de Hale et ses soupçons que Jacques était victime d'un coup monté. Mais j'ai besoin de plus que des soupçons. Tu peux m'aider? Ethan hésita, le bruit de papier se faisant entendre en arrière-plan. Je suis partant. Envoie-moi tout ce que tu as, et je commencerai à creuser. Au cours des jours suivants, Ethan travailla sans relâche. Ses découvertes révélèrent quelque chose à laquelle Rachel ne s'attendait pas, des incohérences dans les dossiers financiers du juge Quint. Des comptes offshore avec de gros dépôts inexpliqués peignaient un tableau accablant. Lorsqu'Ethan partagea sa découverte, les yeux de Rachel s'écarquillèrent de stupeur. Le juge Quint? Tu en es sûr? Demanda-t-elle, agrippant le bord de son bureau. Plutôt sûr, répondit Ethan. Il se trouve que Hale et Quint ont un passé commun. Il y a des preuves que Hale a payé Quint pour faire disparaître certaines affaires. S'ils se sont brouillés à cause d'argent ou de secrets, Quint aurait pu avoir un motif pour s'en débarrasser. L'esprit de Rachel s'emballa, connectant les points. Mais pourquoi piéger Jacques? Jacques était le bouc émissaire parfait, expliqua Ethan. Pas de pouvoir, pas de ressources, et juste assez de preuves circonstancielles pour le faire paraître coupable. C'est trop bien ficelé. Rachel serra les poings, la fureur et la détermination bouillonnant en elle. Si Quint était impliqué, cette affaire allait beaucoup plus loin qu'elle ne l'avait imaginé. Ce soir-là, Rachel rentra chez elle, épuisée. En entrant dans la cuisine, elle aperçut Emily assise à la table, un dessin à moitié terminé devant elle. Cette fois, ce n'était pas juste un dessin de son père. C'était leur famille entière, Jacques, Rachel et Emily, debout devant leur maison. Le cœur de Rachel se serra tandis qu'elle s'asseyait en face de sa fille. « C'est magnifique, Emily, » dit-elle doucement. Emily poussa le dessin vers elle, ses petites mains tremblantes. « Tu crois qu'on sera comme ça à nouveau? Tous ensemble ?» Rachel fixa le dessin, sa gorge se nouant. Elle tendit la main et prit celle d'Emily. « Je crois que oui, » dit-elle, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Et je te promets de tout faire pour que ça arrive. » Emily hocha la tête, baissant les yeux sur ses genoux. « Je vais continuer à nous dessiner comme ça. Comme ça, quand papa reviendra, je pourrai lui montrer. » Rachel retint ses larmes, réalisant que la détermination silencieuse d'Emily était la colle qui les maintenait ensemble. Elle ne pouvait pas abandonner, pas maintenant, pas alors qu'elles étaient si près. Plus tard dans la nuit, alors que Rachel examinait les preuves envoyées par Ethan, son téléphone vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, un numéro inconnu. Elle répondit avec prudence et fut accueillie par une voix rauque. « Vous feriez mieux d'arrêter, » avertit la voix. « Vous fouillez là où vous ne devriez pas. »
Le ventre de Rachel se serra. « Qui est-ce » demanda-t-elle, mais la ligne coupa net. Le silence dans la pièce était assourdissant. Son cœur battait à tout rompre, mais la menace ne fit que renforcer sa détermination. Elle se rapprochait de la vérité, et quelqu'un ne voulait pas qu'elle la découvre. Le lendemain matin, Rachel rencontra Ethan dans son bureau. L'air était lourd de tension tandis qu'ils examinaient une nouvelle pièce à conviction, un enregistrement vocal provenant du bureau de Hale. La voix était indubitable, celle du juge Quinn, pleine de venin. « Si tu me détruis, je te détruirai d'abord, » grogna-t Hale. Le souffle de Rachel se coupa à la fin de l'enregistrement. « C'est ça, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Ça prouve que Quinn était impliqué avec Hale, et probablement dans le coup monté contre Jack aussi. Ethan hocha la tête gravement. C'est suffisant pour faire exploser cette affaire, mais Quinn ne se laissera pas abattre sans se battre. Rachel regarda l'horloge. Le procès de Jack devait reprendre le lendemain matin. Elle glissa la clé USB contenant l'enregistrement dans son sac à main. J'apporterai ça au tribunal dès demain. Ethan hésita, ses yeux emplis d'inquiétude. Fais attention, Rachel. Quinn est désespéré. Il fera tout pour enterrer ça. Ce soir-là, alors que Rachel et Emily quittaient le bureau d'Ethan, les rues étaient étrangement calmes. L'essence de Rachel était en alerte maximale, sa prise sur la main d'Emily ferme. « C'est trop calme », murmura Emily, jetant un regard nerveux par-dessus son épaule. Rachel força un sourire. « On sera bientôt à la maison. Reste près de moi, d'accord ?» Sans qu'Emily ne le voie, Rachel avait discrètement glissé la clé USB dans la poche de sa veste par précaution. Elle espérait que cela ne serait pas nécessaire, mais son instinct criait le contraire. Alors qu'elles approchaient de la voiture de Rachel, deux silhouettes sombres émergèrent de l'ombre, leurs pas délibérés. Rachel se figea, protégeant instinctivement Emily derrière elle. « Donne-nous ton sac », exigea l'un des hommes, sa voix tranchante et menaçante. Le cœur de Rachel s'emballa. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-elle, tentant de gagner du temps. « Ne fais pas l'idiote, » aboya le deuxième homme. « On sait que tu l'as. Donne-le-nous, et personne ne sera blessé. » Rachel serra la main d'Emily plus fort. Sa voix était ferme mais calme lorsqu'elle murmura « Cours, Emily. » Maintenant. La voix de Rachel tremblait, imprégnée d'urgence. « Par maintenant » murmura-t-elle, ses yeux rivés sur les silhouettes menaçantes qui se rapprochaient. Emily resta figée, la peur brillant dans ses grands yeux. « Je ne veux pas te laisser » cria-t-elle, sa voix brisée par la panique. La patience de Rachel céda, et elle éleva la voix en poussant Emily vers une ruelle faiblement éclairée. « Va-t'en » Emily hésita, puis tourna les talons pour fuir, ses pas incertains. Mais elle n'eut le temps de faire que quelques mètres avant qu'une main rugueuse ne l'attrape par derrière. « Je l'ai » marmonna l'un des hommes, sa poigne aussi dure qu'un étau tandis qu'Emily se débattait, criant de toutes ses forces, ses appels à l'aide résonnant dans la nuit glaciale. « Lâchez-la » hurla Rachel, sa voix déchirante alors qu'elle se précipitait vers eux. Elle n'eut pas le temps de faire plus de 2 pas avant que le second homme ne l'intercepte, la frappant violemment à la tête avec la crosse de son arme. Rachel s'effondra sur le sol, la douleur irradiant de son crâne alors que sa vision se brouillait. Le sang coulait sur sa tempe, chaud et poisseux dans l'air glacé. Pendant ce temps, Emily, toujours en lutte acharnée, planta ses dents dans le bras de son agresseur. Il poussa un cri, relâchant légèrement sa prise, juste assez pour qu'elle s'échappe. Elle tituba, l'espoir montant en elle mais il fut de courte durée. L'autre homme intervint, lui assénant un coup rapide sur le côté de la tête. Emily s'effondra aux côtés de Rachel, son petit corps immobile sur le pavé froid. « Fouille sa veste » grogna l'un des hommes en se penchant sur Rachel. Son complice commença à fouiller ses affaires, mais leur recherche fut interrompue par le crissement sec de pneus sur le gravier et l'apparition soudaine de phares illuminant la scène. La police, siffla l'un des agresseurs, la panique dans la voix. Sans hésitation, ils disparurent dans l'obscurité, laissant Rachel et Emily étendues, immobiles et blessées, sur le sol gelé. La voiture de patrouille s'arrêta, et 2 agents descendirent prudemment. Leurs lampes torchées balayèrent les lieux avant de s'arrêter sur les 2 corps inertes.
Centrale, nous avons 2 victimes, rapporta l'un des officiers dans sa radio, la voix tendue. Besoin d'une assistance médicale immédiate. Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes, leurs gestes rapides et précis. Rachel était pâle et immobile, une profonde entaille à la tête saignant abondamment. Emily, bien que respirant encore, présentait les signes d'une commotion et de multiples ecchymoses. Elles sont inconscientes mais stables, rapporta un secouriste, sécurisant Rachel sur un brancard. Alors que sa veste se déplaçait légèrement, la clé USB dissimulée resta intacte dans sa poche, l'évidence cruciale que les assaillants avaient cherché à détruire, désormais oubliée. Le lendemain matin, la nouvelle de l'attaque atteignit le juge Quint. Installé dans son luxueux bureau, une tasse de café fumant à la main, il parcourut les gros titres du journal, astérisque une femme et une enfant violemment attaquées dans une agression mystérieuse, astérisque ses lèvres esquissèrent un sourire satisfait tandis que son assistante résumait les détails. Miller et la petite toutes 2 hospitalisées, annonça-t-elle d'une voix neutre. L'état de la femme est critique. Critique, répéta Quint, son ton dépourvu d'émotion. Il s'adossa à son fauteuil, expirant profondément. C'est réglé. Assurez-vous que l'histoire reste floue, aucun détail compromettant. Après avoir congédié son assistante, il s'accorda un moment de soulagement, convaincu que le problème avait été éliminé. Ce qu'il ignorait, c'est que la clé USB, la pièce essentielle, était toujours en sécurité dans la veste de Rachel, attendant son heure pour ressurgir. Dans la chambre stérile et silencieuse de l'hôpital, Emily ouvrit les yeux. Le bip régulier des moniteurs l'accueillit, tandis que la douleur lancinante à sa tête lui rappelait l'agression. Elle cligna des yeux, sa vision floue s'éclaircissant peu à peu. La panique monta lorsqu'elle tourna la tête et aperçut Rachel, immobile sur le lit voisin. Des bandages enserraient sa tête, et son visage habituellement animé était maintenant pâle et inerte. « Rachel » murmura Emily, sa voix à peine un souffle. Elle balança ses jambes hors du lit, ses pieds nus frôlant le carrelage froid. D'un pas tremblant, elle s'approcha de Rachel, posant une main tremblante sur son bras. « Rachel, réveille-toi. On doit t'aider papa. » Mais Rachel ne bougea pas. Des larmes montèrent aux yeux d'Emily alors que le désespoir l'envahissait. Les images de l'attaque défilaient dans son esprit, les hommes, la violence, et la réflexion rapide de Rachel. Puis, elle se souvint. Ses yeux s'écarquillèrent. Astérisque la clé USB, astérisque Rachel l'avait cachée dans sa veste avant que les agresseurs ne l'atteignent. C'était la seule preuve qui pouvait disculper son père. À ce moment, une infirmière entra dans la pièce, son expression s'adoucissant en voyant Emily éveillée. « Bonjour, ma chérie », dit-elle doucement, s'approchant pour vérifier ses constantes. « Comment te sens-tu » Emily secoua la tête, son urgence prenant le pas sur la douleur. « J'ai besoin de la veste de Rachel », dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « C'est important. Il y a quelque chose qui peut sauver mon papa. » L'infirmière fronça les sourcils, l'inquiétude marquant ses traits. « Ma petite, tu dois te reposer. Tu as beaucoup souffert. »« Non » s'écria Emily, les larmes coulant sur ses joues. « Vous ne comprenez pas. C'est une preuve, ça peut prouver que mon papa est innocent. S'il vous plaît, vous devez m'aider. » L'infirmière hésita, le désespoir d'Emily la touchant profondément. Finalement, elle soupira et hocha la tête. « D'accord. Attends ici, je vais voir ce que je peux faire. » Quelques minutes plus tard, l'infirmière revint avec la veste ensanglantée de Rachel. Emily la saisit avec soulagement, ses petites mains fouillant fébrilement les poches jusqu'à trouver la clé USB. Elle la serra contre elle, son cœur battant à tout rompre. L'infirmière s'agenouilla à côté d'elle, toujours inquiète. « Que comptes-tu faire avec ça ?» La mâchoire d'Emily se durcit, sa peur laissant place à une détermination farouche. « Je dois l'apporter au tribunal. C'est le seul moyen de sauver mon papa. » Le procès avait été impitoyable, l'air du tribunal étouffant de tension. Chaque mot du procureur pesait d'une certitude accablante. « Cet homme, déclara-t-il en pointant Jacques du doigt, avait tous les motifs et toutes les occasions de tuer Richard Hale. Les preuves contre lui sont accablantes. Il n'y a aucun doute, Jacques Carter est coupable. » Jacques était assis à la table de la défense, le visage marqué par le désespoir.
Son avocat commis d'office, visiblement épuisé mais résolu, se leva pour une ultime plaidoirie. « Votre honneur, mesdames et messieurs du jury », commença-t-il, une urgence perceptible dans sa voix. « Mon client a clamé son innocence depuis le début. Cette affaire est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. » Les lourdes portes de la salle s'ouvrirent brusquement, le bruit résonnant comme un coup de feu. Des exclamations parcoururent l'audience tandis que tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Une petite silhouette se tenait là, son visage pâle éclairé par l'éclairage brutal du couloir. C'était Émilie. La fillette de 7 ans avança timidement, le visage déterminé malgré le léger tremblement de ses mains. Ses cheveux étaient en bataille, ses vêtements un peu froissés, et elle serrait fermement la clé USB de Rachel. La salle tomba dans un silence stupéfait alors qu'Émilie avançait, les yeux fixés sur le juge Quint. Ce dernier, d'ordinaire impassible, sembla figé sur son siège. Pendant un instant, une lueur de choc passa sur son visage avant qu'il ne reprenne son masque de sévérité. « C'est lui », déclara Émilie d'une voix tremblante mais résolue, brisant le silence. Des murmures éclatèrent parmi les spectateurs. Même le procureur, interrompu en pleine phrase, se retourna pour fixer l'enfant. Jacques, les yeux écarquillés, se pencha instinctivement en avant, comme pour la protéger, mais resta sans voix. Les jointures des mains du juge Quint blanchirent alors qu'il s'accrochait au rebord de son banc. Sa voix, tendue mais autoritaire, trancha à travers les murmures. « Jeune fille, ceci est un tribunal. Tu ne peux pas. » Émilie l'interrompit, sa voix tremblante mais inébranlable. « C'est lui. Le juge Quint a tué Richard Hale. Rachel a trouvé la preuve. » Les murmures redoublèrent d'intensité tandis qu'Émilie brandissait le téléphone de Rachel, sa petite main tremblante. Elle se tourna vers l'avocat de Jacques, qui se précipita à ses côtés, s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Ceci, » dit Émilie en tendant la clé USB. « Rachel l'a trouvé. C'est un enregistrement. Elle a dit que ça prouverait que mon papa n'a rien fait. » L'avocat prit la clé USB, un mélange d'étonnement et d'urgence dans son regard. Il se leva pour s'adresser au tribunal. « Votre honneur, je demande la permission de diffuser cet enregistrement. C'est une preuve cruciale. » Le visage du juge Quint se durcit, son regard allant furtivement vers les sorties, comme s'il calculait ses chances de s'échapper. Sa voix se fit sèche lorsqu'il répondit « Je ne vois pas en quoi cela est pertinent. » Saleh, l'interrompit fermement l'avocat de la défense, encouragé par le changement palpable dans la salle. Le jury a le droit d'entendre ceci. Quint hésita, son calme commençant à se fissurer sous le poids de la suspicion croissante. Enfin, sous les regards scrutateurs du jury et de l'assistance, il hocha la tête à contre-séhure. La salle retint son souffle tandis que l'enregistrement commençait. Après un grésillement initial, 2 voix émergèrent. La première était vive et accusatrice, celle, indéniable, de Richard Hale. « Tu crois pouvoir me menacer, Quint ? Tu n'oserais pas. » La seconde voix, basse, menaçante, et terriblement familière, celle du juge Quint. « Si tu me détruis, je te détruirai d'abord. » La tension dans la salle devint presque insoutenable lorsque la bande continua. On entendit des bruits de lutte, des cris étouffés, un bruit sourd, puis le silence. Le chaos s'ensuivit. Des exclamations, des murmures, et des cris d'indignation s'élevèrent dans la salle. L'avocat de Jacques saisit l'occasion, sa voix résonnant au-dessus de l'agitation. « Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre la vérité. Le juge Quint avait le mobile, l'opportunité, et les moyens de commettre ce crime. Jacques Carter est innocent. » À cet instant, des agents fédéraux qui observaient discrètement le procès se levèrent et s'approchèrent du banc. L'un d'eux, une femme grande et imposante, parla d'un ton ferme. « Juge Quint, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Richard Hale et obstruction à la justice. Veuillez descendre. » Pour la première fois, le masque de Quint se fissura complètement. « C'est absurde, » cria-t-il, désespéré. « Vous ne savez pas ce que vous faites, je suis un juge. » « Vous l'étiez, » rétorqua froidement l'agent. « Maintenant, vous êtes suspect. » Alors qu'on lui passait les menottes, ses protestations devinrent plus frénétiques. « Ce n'est pas fini. Je laverai mon nom. Vous faites une erreur.
Mais ces mots tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Le jury, l'audience, même le procureur restèrent figés, abasourdis par cette révélation. Jacques se tourna vers Émilie, des larmes roulant sur son visage. Il murmura, la voix brisée, « Tu l'as fait. Tu m'as sauvé. » Émilie courut vers lui, entourant son cou de ses petits bras. « Je savais que tu n'avais rien fait, papa, » dit-elle doucement. « Je l'ai toujours su. » La ville vibrait d'un nouveau souffle de courage, alors que des années de peur et de silence commençaient enfin à se briser. Ceux qui avaient autrefois été trop terrifiés pour affronter qu'un trouvaient désormais leur voix. Témoins, commerçants locaux, employés du tribunal et même d'anciens accusés se manifestaient, révélant les sombres schémas d'intimidation et d'abus orchestrés par Quint pendant des années. Les preuves s'accumulaient sans relâche, dessinant un tableau accablant de corruption. Pendant ce temps, Jacques Carter restait assis en silence dans sa cellule de prison faiblement éclairée, les murs de béton froid autour de lui se refermant comme le poids des accusations qu'il portait encore. Bien que la vérité émergeât et que la marée tournât en sa faveur, les cicatrices du soupçon persistaient. Le son des pas résonnants le tira de ses pensées. Il leva lentement les yeux vers la porte à barreaux qui s'ouvrit dans un grincement. L'agent Pierce entra, son visage s'adoucissant d'un léger sourire. « Monsieur Carter, dit-elle, sa voix ferme mais bienveillante, vous êtes libre. » Les mains de Jacques tremblèrent alors que le gardien s'approchait pour lui retirer ses menottes. Le cliquetis métallique de la liberté semblait irréel. Sa voix, à peine audible, portait le poids de l'incrédulité. « C'est fini ?» Pierce acquiesça. « Grâce à votre fille, c'est fini. » Quelques instants plus tard, Jacques sortit dans la lumière éclatante du jour. Le contraste saisissant avec l'ombre oppressante de sa cellule le fit s'arrêter. Juste au-delà de la foule de journalistes et de curieux, Émilie attendait. Sa petite silhouette, bien que perdue au milieu de la foule, était impossible à ignorer. Dès qu'elle le vit, son visage s'illumina d'un mélange de soulagement et de joie. Elle s'élança vers lui. « Papa » cria-t-elle, se jetant dans ses bras avec toute la force de son petit corps. Jacques tomba à genoux, la serrant contre lui, des larmes coulant sur son visage. Sa voix se brisa sous l'émotion brute. « Tu m'as sauvée, Émilie. Tu es mon héroïne. » Émilie se recula légèrement, ses propres larmes coulant alors qu'elle les essuyait de sa manche. « Je voulais juste que tout le monde connaisse la vérité. Je savais que tu n'avais rien fait. » Jacques lui caressa le visage, ses yeux brillants de fierté et de gratitude. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Je n'arrive pas à croire à quel point tu as été forte à travers tout ça. Tu es incroyable. » L'étreinte du père et de la fille déclencha des applaudissements dans la foule. Voisins et soutiens, convaincus de l'innocence de Jacques depuis le début, étaient venus assister à sa libération. Leurs acclamations résonnaient comme une vague de validation et de réhabilitation. « Papa » murmura Émilie doucement alors que la foule commençait à se disperser. « On doit aller voir Rachel. C'est elle qui a le plus aidé. » Le visage de Jacques s'assombrit. Il hocha la tête. « Tu as raison, ma chérie. Nous ne serions pas là sans elle. » Main dans la main, ils se dirigèrent vers leur voiture, le poids de l'épreuve commençant enfin à se dissiper. Mais ils savaient que leur voyage n'était pas terminé. Il restait des dettes de gratitude à régler et des blessures à panser. Pendant que Jacques et Émilie recommençaient à reconstruire leur vie, l'empire de corruption de Quint s'effondrait. L'accusation, armée d'une montagne de preuves, construisit un dossier inattaquable contre lui. Témoignages, relevés bancaires incriminants et l'enregistrement accablant diffusé pendant le procès de Jacques ne laissaient aucun doute. La culpabilité de Quint était claire, et la justice était enfin à portée de main. Lors du procès de Quint, la salle d'audience était bondée, chaque siège occupé par des journalistes, des habitants et des curieux impatients de voir l'homme autrefois puissant faire face aux conséquences de ses actes. Quint, qui avait autrefois inspiré respect et crainte, était désormais assis, voûté, à la table de la défense. Son costume coûteux et son allure soignée ne pouvaient dissimuler l'aura de défaite qui l'entourait. Au moment de la sentence, le juge, ironiquement un ancien collègue de Quint, parla avec une autorité inébranlable. « Votre position était destinée à défendre la justice, non à l'exploiter à des fins personnelles.
Vous avez utilisé votre pouvoir pour nuire aux personnes même que vous étiez censé protéger. Pour cela, ce tribunal vous condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cain resta silencieux alors que le marteau du juge retentissait, son expression impassible. Mais la tension dans sa mâchoire trahissait la colère et l'humiliation qui bouillonnaient en lui. Tandis qu'il était menotté et escorté hors de la salle d'audience, les spectateurs le regardaient en silence. Certains avec du mépris, d'autres avec pitié, mais la plupart simplement soulagés que le règne d'un homme corrompu ait pris fin. La condamnation de Cain apporta un sentiment de clôture à la ville. L'homme qui avait manipulé et détruit tant de vies était enfin tenu pour responsable. L'enquête du FBI se poursuivit, entraînant d'autres arrestations parmi les associés de Cain, s'assurant que son réseau criminel était entièrement démantelé. Pour Jack et Emily, la vie reprenait lentement son cours normal. Le nuage sombre du soupçon qui les avait entourés s'était dissipé, mais un sentiment d'inquiétude persistait. Rachel, qui avait tout risqué pour les aider, était toujours inconsciente. Son sort restait incertain, un rappel poignant des sacrifices faits pour la vérité. Quelques jours plus tard, les yeux de Rachel s'ouvrirent. Sa vision était floue, mais le blanc stérile de la chambre d'hôpital se clarifia. Sa tête pulsait légèrement, mais elle était vivante. Tandis que ses sens s'aiguisaient, elle tourna la tête et vit Emily assise à son chevet, serrant sa main avec force. Jack se tenait à proximité, les bras croisés, un sourire soulagé adoucissant son visage. « Tu es réveillée » s'écria Emily, sa voix chargée d'émotion. Des larmes brillèrent dans ses yeux alors qu'elle serrait la main de Rachel. « Bienvenue parmi nous. » Jack Carter était assis sur un banc du parc, le doux éclat doré du soleil couchant illuminant le décor autour de lui. L'air était empli des rires des enfants, du grincement des balançoires et du bruissement des feuilles dans la brise légère. Rachel, adossée à côté de lui, tenait une tasse de thé fumante entre ses mains. Son visage était encore pâle, mais son sourire, enfin sincère, témoignait de la fin de l'épreuve éprouvante qu'ils avaient traversée. Non loin de là, Ethan Blake, appuyé nonchalamment contre l'accoudoir du banc, affichait son habituel sourire en coin tout en scrutant le parc. Rachel, toujours perspicace, lui lança un regard taquin. « Tu n'as pas vraiment l'air du genre à apprécier une journée tranquille au parc, Blake. » Ethan haussa les épaules, son expression neutre mais son ton léger. « Pas vraiment. Mais quelqu'un doit bien veiller à ce que tu ne trébuches pas. » Rachel esquissa un sourire, une étincelle d'humour dans le regard. Ravie de voir que la chevalerie n'est pas morte. Avant qu'Ethan ne réponde, Jack arriva avec un cornet de glace à la menthe et au chocolat dans la main. Emily courait devant lui, son rire cristallin résonnant alors qu'elle se dirigeait vers les balançoires. Jack tendit le cornet à Rachel avec un sourire. « Ne dis pas que je ne t'offre jamais rien, plaisanta-t-il. Rachel haussa un sourcil en prenant la glace. « Menthe chocolat » demanda-t-elle avec une fausse méfiance. « Ta préférée » répondit Jack, un clin d'œil malicieux dans les yeux. Ethan poussa un long soupir exagéré, secouant la tête. « Très bien, si ça devient trop sentimental, je m'en vais. » Rachel laissa échapper un léger rire, le genre qui semblait apaiser la tension encore présente dans l'air. « Reste ici, Blake. Tu as bien mérité un peu de détente. » Jack, les yeux fixés sur Emily qui montait de plus en plus haut sur la balançoire, baissa la voix. « J'ai encore du mal à croire qu'on s'en soit sorti. » Par moments, ça semblait impossible. Il marqua une pause, sa mâchoire se crispant alors que les souvenirs des dernières semaines refaisaient surface. « Je n'aurais pas pu y arriver sans vous deux. » Rachel posa une main ferme sur son épaule. « Tu as traversé bien plus que la plupart des gens ne le pourraient, Jack. La vie te doit une pause. Et pour ce que ça vaut, tu t'en es mieux sorti que beaucoup. » Ethan, se penchant légèrement en avant, afficha un nouveau sourire en coin. « Et si quelqu'un essaie encore de t'accuser de meurtre, tu sais qui appeler. » Jack rit en secouant la tête. « Espérons que ça n'arrivera plus jamais. » Alors que le soleil disparaissait lentement, projetant de longues ombres sur l'herbe, Emily revint en courant vers le banc avec un petit bouquet de fleurs sauvages soigneusement cueillies. Ses joues étaient rosies par l'effort, et son large sourire rayonnait. Elle tendit les fleurs à Rachel. « C'est pour toi. »« Merci pour tout, dit-elle doucement. »
La gorge de Rachel se serra, et elle accepta les fleurs d'une main tremblante. « Merci, Émilie. Cela signifie plus que tu ne le penses. » Jacques passa un bras autour des épaules d'Émilie, la serrant contre lui. « Nous avons de la chance d'avoir des amis comme vous deux. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans vous. » Le groupe resta un moment silencieux, bercé par l'énergie apaisante du parc alors que le crépuscule s'installait. Les lampadaires s'allumèrent, leur douce lumière éclairant le chemin devant eux. Malgré tout ce qu'ils avaient traversé, la peur, le chagrin et les cicatrices laissées derrière eux, ils étaient ressortis plus forts, liés par une résilience commune. Jacques se leva et aida Rachel à se remettre sur pied. Ethan s'étira nonchalamment, feignant de se plaindre de la tranquillité de la journée, mais savourant secrètement ce rare moment de calme. Émilie, tenant fermement les fleurs de Rachel, s'élança devant eux, ses rires résonnant encore dans le parc. Alors qu'ils marchaient vers le parking, les derniers rayons de soleil caressaient l'horizon, un rappel de l'espoir qui les avait portés à travers cette épreuve. Peu importe les défis qui les attendaient, ils savaient qu'ils les affronteraient ensemble, inébranlables et unis.